Bonsoir à tous, merci d'accueillir Grégory Montel, Philippe Rebaud et Christophe Lemann. Ouais, c'est lui Montreuil. On est là en Montreuil, hein, donc... Moi je suis Montreuil aussi. Oui. Ah oui, oui. J'ai dit on est là en Montreuil. Christophe ayant vécu 15 ans à Montreuil, pas 15 heures. Moi aussi je montre. Mais j'ai encore réduit, 24 heures. Donc il est définitivement Montreuil, c'est la règle. 15 heures, mais il a vécu 15 ans. Voilà. Vous voulez dire un mot avant le film, sachant qu'on se retrouve après et tout ça, hein? On se retrouve après. Oui, ça c'est sûr. Ouais. On va pas faire le débat avant quand même. Non, fais pas le débat avant. Moi, j'ai... Ouais, Philippe. Ouais. Moi, je peux vous dire un truc. Ceux qui vont aimer le film toucheront du pognon. Vous laissez Stéphane vos noms, vos adresses à Montreuil. Trouvez-vous une domiciliation à Montreuil si vous n'êtes pas de Montreuil. Si vous marquez 5 étoiles, j'ai adoré ce film, vous toucherez un chèque de 150 €. Et une soirée animée par Greg qui donnera gratuitement des animés une soirée. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est plein de thunes. Non, non, c'est la production qui. C'est pas. Voilà. C'est Stéphane qui participe un peu. Mais moi j'aurais bien fait ça, mais comme je sais depuis Moi que j'ai j'ai lu. vachement aimé le film, hein, ceci dit. Ouais, Oui. toi, je touche pas le pognon que t'as pris sur ce film. Donc voilà, sachez que ça a l'air d'un film fauché, mais qu'on était pour être caillasse sur ce film. Voilà. Au sens propre. C'est comme sur L'amour flou, dont on peut quand même annoncer officiellement, parce que c'est dans la presse cette semaine, que c'est devant Les Tuches 3, le film le plus rentable de l'année en France. Voilà, je voulais pas mélanger. Je voulais pas mélanger tout ça, mais en effet, grâce à L'amour flou, j'avais quitté Montreuil. Ouais, j'ai vu que tu vas te faire attaquer par les gilets jaunes. Je vous dis au revoir. Et voilà, j'étais très heureux d'être de gauche avec vous. Et depuis peu, je bascule à droite et je vais m'installer dans le 7e. Loin de Roman qui va rester à Montreuil en revanche. Vous ne verrez plus ni mon chien ni moi-même. Enfin, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Hein. J'attends les dividendes. Pour l'instant, rien n'est arrivé, mais voilà, je préfère dire au revoir. Et son chien est rentré dans mon jardin. Ouais, bah, ça c'est Pas une légende, hein. Il habite déjà le 7e, donc... C'est absolument faux. Non, c'est absolument faux. J'habite dans le 19e, monsieur, à Stalingrad, et je peux dire que c'est pas simple non plus. Ça boit pas beaucoup d'alcool, mais ça fume pas mal de crack. Alors, arrête-en, enfin... Voilà, si tu veux. Non, il ne l'a pas dit ça, on n'a pas entendu, il l'a pas dit. Christophe, tu veux dire un mot? Oh là là, après tout ça, moi je vais être super banal, hein, je vais te remercier Stéphane de nous... Ah bah avec joie. Oui, merci. Voilà, c'est pas banal hein, quand même de venir au Méliès pour ce film et tout, puis vous remercier et tout, vous êtes là, ça fait très bien, la salle est pas mal, enfin pas mal, même très... plus que pas mal. C'est bien, c'est bien. Très bien. Elle est très bien, ouais. Elle est excellente. Elle est Pendant bien. le film, vous pouvez changer de place. Non, non, non. Pour remplir un peu, pour bouger, vous asseyez un peu à droite. à gauche. C'est ça, les nouveaux snobs, il leur faut une salle complète, archi ou rien. Et voilà, voilà. Philippe Donc Rebaud. je vais continuer un truc moins rigolo pour dire que je suis très touché, que ça me fait très plaisir, voilà ce que je veux dire, de vous présenter le film. Et ravi aussi qu'on parle après, si vous avez envie. Nous sommes là, prêts, et voilà, et ça c'est un grand bonheur. Voilà, merci. Merci, à tout à l'heure. Grégory Montel, Christophe Lemann et bientôt Philippe Rebaud. Ouais, de toute façon, il n'a pas vu le film, hein, donc... Philippe Rebaud, il ne voit pas les films, il n'a même pas vu L'amour flou, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, oui. Il n'est pas se voir, donc... Philippe Rebaud est un super acteur qui déteste se voir à l'écran et donc qui ne voit pas les films dans lesquels il joue. Même ceux qu'il réalise. C'est assez unique au monde, je crois. Mais on dit du mal de lui tant qu'il n'est pas là, hein, parce qu'après on va être beaucoup plus sage. S'il vient. S'il vient, oui. Alors, Christophe, on commence et puis après on passera la parole à la salle. Hein, mais... Voilà. Moi, je voulais savoir d'où venait ce scénario-là.
parce qu'on a suivi l'évolution des courts-métrages depuis les années 2000, tout ça, et on en attendait le premier long en se disant, mais voilà, Philippe Rebaud. Il y a plein de trucs, C'est vrai. c'est super. Mais Il y a eu des questions vraiment intéressantes. C'est vrai. Des failles temporelles. Et donc, non, mais forcément, quand on voit ce film, on se dit que peut-être il faut parler très près du micro. Voilà, D'accord. Ouais. On se dit que peut-être il y a une source autobiographique. Oui, bah oui, peut-être, oui, sans doute. Pas spécialement dans l'histoire spécifique du secret, pas du tout. Après, déjà, la question par rapport à... Oui, alors il n'écoute pas non plus les débats auxquels il participe, il faut le savoir. Pardon. C'est moi qui l'ai perturbé en disant c'est vrai que t'as pas vu l'amour famille, non? Non. L'amour famille, non. Ça. Disons que ce qui est autobiographique, c'est la famille. Et que vraiment j'avais du mal à faire un long métrage, donc c'est vrai que je suis parti sur l'idée de faire un film pas cher, quoi. En fait, quand même un huis clos, quoi. Donc réunir des gens dans un endroit assez simple pour pouvoir le faire, donc la famille, c'est un sujet qui m'a plu, et j'ai vécu malgré tout l'histoire comme beaucoup d'entre nous, bientôt, malheureusement, assez récurrence de se faire en famille après le décès dans une maison, etc. Sujet assez classique, néanmoins. Et voilà, donc là, le parti... Et après, les scénarios, c'était un mélange. C'est un scénario, je ne suis pas très conscient de tout. En fait, je vais laisser aller pas mal de souvenirs un peu mélangés. J'ai eu diverses maisons dans mon enfance et j'ai un peu mélangé des endroits. Et voilà, c'est un peu... je ne suis pas déconcentré que si vous dites. C'est à cause du monsieur qui est venu à partie. Il a oublié un objet, probablement. Je n'ai pas lu. Je ne suis pas clair dans ce que je dis. Si, c'est clair. Voilà, et donc, voilà, après, bon, on va dire quand même que la chose qui est autobiographique, c'est que je tournais un film en tant qu'acteur le jour de l'enterrement de ma mère, je n'ai pas pu y aller, ça m'a marqué un peu, et j'ai aussi des histoires intimes avec le décès de ma maman, où j'ai eu cette sensation d'être passé à côté de quelque chose, bon, c'est un peu classique, mais c'est très intime et très personnel. Voilà, donc au départ, le film, c'était aussi rencontrer, parler, continuer à discuter avec sa maman après, enfin, ne pas se tout dit. Et puis, comme c'était un peu passé, enfin, après dans le scénario, pardon, je ne suis pas très doué. Voilà, il fallait épaissir un peu cette situation, et donc j'ai inventé, pour le coup, même si ma sœur qui est psychanalyste me dit que ça raconte beaucoup de choses de moi, etc., qu'il y a plein de choses, mais j'ai quand même inventé cette histoire de petite sœur et tout ça, ce secret, pour la fiction, pour épaissir et donner de la consistance aux conversations, justifier la rencontre, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui. J'ai du mal, mais je vais au bout quand même. Et à chaque fin de réponse, Grégory se lève. Donc, profitons-en. Non, du coup, vous vous êtes retrouvés comment à jouer dans ce film, Grégory et Philippe, et au moins Philippe, je crois que tu connais Christophe depuis quelques années déjà. Grégory, je ne sais pas. Non. Non. Moi, enfin, si je peux me permettre de répondre. Non, Christophe, je le connais d'abord par son travail, et je connaissais ses courts-métrages et tout ça, et ce type m'intéressait. Bon, on ne se connaissait pas bien, mais on s'est un peu suivi. Et après, quand il m'a proposé son film, et qui m'a dit qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé, j'ai dit, ok mec, je vais venir. Il y a qui comme acteur? Il m'a dit Greg Montel. Je fais, c'est qui celui-là? Il m'a dit, bah, c'est le mec de 10%. Je fais, ah ouais, d'accord, je vais le faire. Il m'a dit, après, il y a Olivia Colman. J'ai fait, bah, je la connais, j'ai fait un film avec elle, elle est sympa. Non, mais ce qui fait, c'est le charme du scénario et le charme de Christophe, enfin, le charme, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Non, et puis tout me touchait. Moi aussi, j'ai des parents qui vieillissent. Enfin, d'ailleurs, ma mère est morte, donc elle n'a pas tellement de vieillir. Non, mais j'ai un père qui vieillit, tout ça. Donc tout ça me touchait. J'ai aussi des frères et sœurs. Enfin, j'ai surtout des frères. Ils sont pas morts. Ouais. Non, qui sont en vie. Mais oui, on les voit tous ces rapport-là. Non, mais c'est rapport là, au-delà de la blague, pardon. Parce que là, les gars font les cons et ils rigolent, mais
Je me suis senti très touché par le scénario et je voyais ce que ça voulait être, ce que ça voulait dire d'être le frère aîné d'une fratrie un peu fragile, quoi, Voilà. un peu, voilà, quand les parents sont morts. C'est compliqué. Quand même, je dois dire que Philippe Roux, parce que bon, on a accédé à les acteurs, bon, des fois on passe par les agents, enfin, c'est compliqué. Et Rebond, Philippe, j'avais rencontré un spécial de court-métrage, on a discuté 3-4 fois, pas plus. Et donc, je pense à lui et tout. Mais longtemps. J'ai envoyé un texto long. 4 fois, mais longtemps. Non, mais bonjour Philippe, est-ce que tu te rappelles de moi? Nous nous sommes rencontrés dans un festival de Nantes, nous avons parlé. Je m'appelle Christophe Lenin. Un autre texto, plus fort, plus près du micro. Ah ouais. Et dans les 2 minutes, il me répond, il dit bah, bien sûr, je me rappelle de toi et tout. Il m'a même dit je veux bien faire le film sans avoir eu le Sénat. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas lire. Donc, je fais confiance au mec qui m'entoure. Il a l'air sympa, ce gars-là. J'ai fait ce scénar. Non, mais franchement, je ne sais pas lire les scénars, en réalité. Moi, il faut que je lise le scénar plus que je rencontre, et qu'en plus, je rencontre le gars. Et lui, je le connaissais. Je me disais, ben, sa sensibilité est la mienne. Il ne peut pas se bourrer. Donc, voilà, non, mais c'est vrai. Il ne pouvait pas se gourer de sensibilité. Enfin, j'étais au bon endroit en acceptant un film de Christophe Leman. voilà, C'était pas compliqué pour moi. on va faire un autre. Et on va en faire un autre. Ouais. Ça, on vous l'annonce. Là, on est en 2019, en 2043. Il y aura un film de Christophe Leman avec Philippe Romeau. Je suis pas dit, moi, 43. Grégory, comment tu es rentré, Christophe, et comment tu es arrivé sur ce film? Moi, je ne le connaissais pas. Je connaissais pas ces films. C'est Christophe qui m'a appelé parce qu'il avait vu. Il n'avait même pas vu le film. Il avait vu une bande-annonce d'un film dans lequel j'ai joué. L'air de rien. L'air de rien. Voilà, l'air de rien. Ah non, 10%. Oui, j'avais fait. Grégory, t'es venu, oui. J'avais fait avec Michel Delpech. Et si vous voulez, le personnage de Benoît que j'incarne ce coup-ci, c'est un personnage que tu as incarné 4-5 fois. Non, 2 fois. 2 fois. Ah ben voilà, tu vois, j'ai pas vu tous les films. Hein, Mais Oui, donc il avait déjà incarné avant. En conséquence, il cherchait quelqu'un qui lui ressemblait un peu, ou au moins qui avait cette espèce de sensibilité. Il est tombé sur moi, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc il m'a appelé. Et moi j'ai lu un scénario qui d'abord m'a fait énormément rire. Et cette idée de famille, moi j'ai jamais eu la chance de jouer dans des pièces de Tchekhov par exemple, où il y a toujours des trucs à la fois très graves et pas du tout. Et ça me faisait beaucoup rire de faire mon petit Tchekhov à moi, qui serait un Christophe Leman, parce que cette famille dysfonctionnelle qu'on trouve dans les familles russes à la fin du siècle dernier, avant-dernier. Et déjà, parce qu'on est vieux maintenant. Et voilà, donc c'était cette raison-là de me dire, une famille dysfonctionnelle, des crises comme ça que j'ai connues à Noël, au jour de l'an, à se lever de table en hurlant, en criant. Et ça me plaisait beaucoup, cette idée-là. Voilà. C'est une des sources, Tchekhov? On pense à la Cerizet, non? non, franchement. Non. Moi, j'ai immédiatement pensé à ça. La question, Pas le droit. C'est une des sources du scénario? je sais pas, je suis fan, enfin, je veux dire, j'ai pas la prétention de. Non, c'est pas vraiment des choses. Je viens de dire non tout en disant oui, là, pardon, mais je suis fan. J'ai encore vu, c'est tellement magnifique, Tchekhov, mais c'est abusé parce que les gens ne connaissent pas Tchekhov, on pensait que. Je dis ça en tout, pas du tout par fausse modestie, pas du tout, mais il y a un niveau quand même, Tchekhov. Après, oui, bien sûr, l'inspiration en général, en même temps, parce que j'étais comédien aussi, et Tchekhov, pour moi, c'est l'auteur, un des auteurs maximum, donc. Alors, oui, sans doute. Alors, d'accord. Ok, voilà, je prends la deuxième réponse. Ok, merci. Bon, dernière question avant de passer à la première salle. Ça marche avec John Fante, hein. Pour rééquilibrer le truc, on a fait aussi Pierre un Corneille aussi. film qui ressemble à John Fante aussi. Pierre Corneille. Pierre Corneille également. Jean-Paul Racine et tout le truc. William Shakespeare. Moi, j'ai vraiment vu ça. Ce jour, je l'ai vraiment lu. Oui, J'ai vraiment lu. Non, mais c'est après. rigolo parce que c'est une des sources de plein de premiers et deuxièmes films du cinéma français depuis 3-4 ans. Une espèce de résurgence de Tchekhov très très forte. Sincèrement, j'y ai pas pensé. Ben voilà. Copieux. Sincèrement, Sincèrement, j'ai pas pas pensé à dit, Tchekhov. donc, Si, il y a une réplique que j'aime, quand elle dit c'est fatigant de vivre, je me dis, tiens, ça fait Tchekhov. Ah ouais, tellement. Ah, tu vois. Mais pas tout. Oui, mais bon. Dernière question, non, avant de donner la parole à la salle. Une des audaces du film, c'est quand même d'incarner le fantôme. Ça, pour le coup, ça se voit pas tellement dans le cinéma français, le fait de représenter les fantômes. Ça t'est venu
D'où est-ce que tu as hésité à le faire? Quelles étaient les difficultés d'intégrer ça? Et j'allais dire aussi pour Grégory, quelle est la difficulté à jouer avec un personnage qui est censé pas exister? Elle existe, en fait, on a mis une posture qu'elle existe. Enfin, Oui. ils disent qu'elle n'existe pas, mais elle existe comme si elle existait. Vraiment, ça, le fait de. Alors, c'est pas vraiment un fantôme, parce que justement, j'ai des consultants de scénario qui m'ont dit, mais alors, c'est un fantôme, c'est pas un fantôme, non, c'est l'incarnation, parce que si c'est un fantôme, les autres le verraient, enfin bon, bref. Mais c'est pareil, je ne contredis pas du tout, mais je précise. C'est vraiment le postulat des bases. Donc, je ne me suis pas posé la question 2 minutes. C'était comme ça que je voyais le truc, et donc. C'était une conversation avec ta maman qui est encore là. Donc, je ne peux pas expliquer, mais ça, c'est un truc que je n'ai pas douté, ou j'ai eu envie, enfin, c'est le truc de base, en fait, du scénario. Donc, tout de suite. Donc, c'est ça le truc. Philippe a envie de dire un truc sur le sujet. Oui. Ah oui, parce que- on va rire. On va citer Tolstoï, je vais citer Victor Hugo. Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Voilà. Salut. Bravo. Non, mais j'ai l'impression que ça répond à la question. C'est en réalité, on Là, parle pour tous à le nos coup, elle est morts. visible. Hein. On parle tous à nos morts, non? On les voit pas toujours, mais moi, enfin, au-delà de la blague, tout à l'heure, peut-être de mauvais goût, mais je continue à parler à ma mère, j'ai l'impression qu'elle est là, j'ai l'impression qu'elle est peut-être là. En fait, je continue à penser que c'est des invisibles, pas des absents. Je crois qu'elle te dit, enlève ta casquette, on ne voit pas ton visage. Ouais, Enfin, bon. elle détesterait ça. Je le sais, elle déteste les casquettes. Mais mon père qui est vivant le déteste aussi. Donc, voilà, on a les cheveux qu'on a. Mais en tout cas, non, mais tout ça pour dire, c'est pas si ésotérique que ça, c'est pas aussi dingue. C'est oui, on s'adresse tout le temps à ceux qui ont disparu. Quoi. Voilà, bon, là, on l'a fait exister. Quand on a besoin de continuer de parler... On couche toujours avec des morts. Quand on continue de parler avec quelqu'un qui est décédé, on peut imaginer dans une fiction un peu fantaisiste qu'on incarne. C'est une idée assez... D'ailleurs, l'émission que tu as faite, le psychologue qui parlait sur le plateau a parlé que c'était très fréquent que des gens, je ne savais pas, donc moi j'ai rencontré, incarnaient vraiment continuaient de discuter, et ça incarnait vraiment les défunts devant eux, et ils les voyaient réellement. Je ne savais pas, c'était dit par un spécialiste à la télévision dans une émission. Je ne vais vraiment pas faire de micro. Donc, bien, la participé Greg. Oui, il semblerait qu'on ait du mal à le dire, on ait du mal à l'avouer, mais que c'est pas rare de voir, d'avoir un psychanalyste, des gens qui voient le défunt et qui vit l'idée du spectre, quoi, qui le vit régulièrement. Et on ne peut pas le dire parce qu'on passe pour le zinzin, quoi. Mais c'est la vérité. En revanche, pour moi, ça a été très difficile de le jouer parce que très rapidement, tu es obligé d'être en surjeu face à cette situation-là. Et donc, moi, j'ai un problème avec le surjeu parce que j'ai beaucoup surjoué dans ma vie et ça me plaisait beaucoup. Jusqu'au moment où on m'a dit non, mais mon vieux, c'est pas possible, tu peux pas continuer à en faire autant parce que vraiment ça devient gênant. Et puis alors, quand en plus la caméra est arrivée, et que, donc au théâtre, t'en fais beaucoup, etc. Donc quand déjà au théâtre, on te dit vas-y, fais-en moins, et que la caméra arrive, et que la caméra elle multiplie par 10 le surjeu, alors tu commences à avoir un problème au surjeu, alors tu t'arrêtes de jouer, on sait couper. Et là, il fallait. Tu vois un fantôme. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je me déteste hein, quand je me vois à l'écran en train de surréagir. Ah ouais, je me déteste. Après, je sais pas. Mais bon, c'est comme ça que je l'ai fait. J'en sais rien du tout, mais. Ah, mais merci madame. Mais voilà, là, je sais pourquoi Philippe ne regarde pas ses films, et moi, je vais peut-être m'y mettre aussi. Ça va être simple les débats d'après-projection. Merci. Qui pose la première question? Ah là, n'oubliez pas les 150 €. Hein. Ça peut ne pas être une question, ça peut être une félicitation. Laisse parler. Ouais. Vous avez qu'un seul t-shirt pour tous les deux? Parce que là, je vois que tu as le t-shirt de Benoît là, quand vous jouiez. Je reconnais le trou. Merci pour le détail. Oui, ça parle de l'économie de ces films-là. Du coup, ça ouvre un nouveau débat. C'est oui, pour ces films-là, nous n'avons pas d'argent. Nous prêtons nos vêtements. Je lui prête des vêtements, il me prête des vêtements. Christophe m'a prêté des vêtements. Le seul truc qui n'a pas été emprunté, enfin qu'on a rendu assez vite, c'est mon pantalon en pur, là. Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas. Mais dis la vérité avec ce pantalon. Dis-la, le public mérite de savoir. Alors, oui, parce que je sais que tu en as parlé. Moi, il se trouve que je porte pas de caleçon, enfin, pas tout le temps. Pas toujours. Et là, avoir un froc comme ça, en robe de bure,
qui frottent sur tes parties intimes. Ça a été un calvaire, ok? J'ai tout fait payer pour le calvaire que j'ai vécu. Personne n'est au courant, mais... C'est pas faute de t'avoir proposé des Oui, oui, mais Ce pantalon, il nous a fait rire pendant tout le film. C'est un enfer, ce je pantalon. dis, mais c'est un enfer. Et plus les sandales. En fait, ça, j'ai envie de faire un procès à Christophe. Et de l'avoir habillé comme ça. Parce que j'avais quand même des sandales Birkenstock fermées. Ouvert, ça aurait été un peu sympa. Mais là, j'ai des Birkenstock fermés, un pantalon rompeur qui frottait sur mon énorme sexe. Donc ça, c'était horrible. C'est quand même des muqueuses. Et voilà, enfin bon, voilà, tout ça pour dire l'économie de ce cinéma-là, c'est pas facile. Voilà. Et ça va, je rigole. L'énorme sexe, est-ce que 27 cm, c'est énorme? C'est pas non plus... La musique, Victor Lemann, c'est ton frère? C'est un pistonné en tout cas. Ouais, ça sent le pistonné. Oui, non, c'est le fils de mon frère. Ouais. C'est mon neveu. Il faut reprendre là. Donc Victor Lemann. Ah, mais c'est un problème, c'est moi, j'ai un blocage. C'est mon neveu, c'est le fils de mon frère, voilà. Donc super musique, ouais, c'est vrai qu'il y a super musique. Ouais, Victor est un compositeur plein d'avenir. Il fait plein de trucs dans tous les sens. Peut-être prochainement un arrangeur de Christopher Nolan, on ne sait pas. C'est ce que j'ai effectivement, il a rencontré, oui. C'est ça. Nolan. Oui, c'est les films, donc le tournant, t'es pas dedans. D'habitude, il prend Céline Dion. C'est pas le mec qui prend Céline Dion. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mike. Vous avez fait combien de courts-métrages avant de réaliser cette première long-métrage? 5. Tu peux parler un peu des premiers films aussi? De quoi tu dis? Les premiers courts-métrages? Parce que tu es basé souvent sur la comédie ou humour un peu acide, triste mais drôle dans tes autres films. Oui. Disons que j'ai pas bien compris la question. Tes premiers courts-métrages? Non, disons que c'est bête que ce film. Bah non, je ne parle pas de ça. Enfin, tu parles du ton en général de mes courts-métrages. Oui. Voilà, je pense que ce film-là est... Bah, disons que mon premier court-métrage inévitable auquel tu as participé, et auquel a participé Laurent, était vraiment comique. Voilà. Et après, j'étais dans le drôle, j'ai voulu faire de la comédie. Après, les autres courts-métrages ont toujours été marqués par la comédie, mais il y a peut-être une certaine mélancolie, une tristesse qui s'est installée un petit peu différemment. Après, je me dis que la comédie, c'était pas nécessairement faire tout le temps des films sur des sujets drôles en soi, que la comédie ne veut pas dire faire un sujet drôle, parce que sinon ça devient une histoire drôle, mais la comédie, c'est une façon de regarder les choses qui peuvent être aussi tristes de la vie, mais une façon amusée, ironique, optimiste, je pense, un petit peu, pas trop fataliste, définitive, mais quand même un peu amère aussi. Bref, voilà. Ce film-là s'inscrit dans ce ton, même si sur la longueur de long métrage, peut-être c'est pas. C'est simple la question que tu posais un petit peu. C'est quoi? C'est ça, l'évolution vers la comédie. Oui, voilà, la comédie évolue un petit peu. Après, franchement, c'est méga dur de faire une vraie grosse comédie. Pas grosse, mais une bonne comédie, j'aime bien. Enfin, vraiment une comédie, mais c'est. Voilà, c'est. Il y a des scènes de comédie dans le film là. Ah, il y a beaucoup. Des séquences entières, je pense à la visite par exemple, par le couple indésiré là. C'est une pure comédie. Oui, c'est une pure comédie. Des effets d'entraînement. Après, de l'humour, mais pas comme ça, c'est la pure comédie. Je considère que je trouve que la scène dans laquelle Philippe vient ranger la chambre de son frère, vu qu'on l'a vu énervé tout du long et qu'il se est super calme, je trouve que c'est la pure comédie aussi. Voilà. Après, un petit peu quand même, un petit peu de temps, mais c'est vrai que moi je sais pas. Après, là, pour l'occurrence, je ne suis pas placé pour parler de mon film, c'est plutôt vous. Mais la comédie, disons que. Disons, j'aime pas la tragédie. Je sais pas comment dire. Une autre question, oui. Merci, et bonsoir. Je vais rebondir et faire un commentaire sur ce qui a été dit sur l'apparition de la mère. Donc, d'après ce que j'ai compris, sur la deuxième partie de l'énoncé du titre, ma mère et moi, je vais dire seulement ce que je ressens, et ce n'est pas une critique, c'est juste mon ressenti. Il me semble que c'est pour moi tout à fait
en tant que spectateur tout à fait inutile de voir apparaître à l'écran plusieurs fois la mère. Je trouve que ça alourdit inutilement, disons, le contenu du film, le déroulé. Un petit peu de critique quand même, hein, mais bon, allez-y. Et son rythme. Oui, un peu critique, mais je veux dire une critique bienveillante. Et j'allais ajouter, la première fois, déjà au cimetière, on a compris, la première fois que la mère apparaît dans la cour, bon, on comprend, et là, c'est bien de la faire apparaître. Mais par la suite, me semble-t-il, ça alourdit l'histoire. Ça, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Quant à l'ensemble du film, je l'ai beaucoup aimé. Même si c'est une famille déjantée, je trouve que les problématiques, elles, ne sont pas déjantées. Et que c'est vraiment ça, si on essaye de prendre du recul. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Par rapport à la... ça, c'est par rapport à la... Je comprends. Je ne dis pas que le parti pris est d'une radicalité folle, mais dès qu'on prend un parti pris un peu radical, il s'assume et tout. Je comprends ce que vous dites. Comme j'ai dit à Stéphane dès le départ, c'était mon idée de... Et je comprends, j'y accède pas tout à fait parce que j'ai peut-être pas assez de recul pour mon compte, mais j'aime bien quand même que la mère apparaisse plusieurs fois. Parce qu'il y a une quantité, une histoire, il y a un fil, il y a une relation qui s'installe, il y a une évolution quand même un petit peu. Et c'est pas, je trouve ça pas répétitif en soi, c'est pas juste pour la faire revenir parce qu'il suit un fil, à mon sens. Alors ça m'a apparu, voilà, il l'apprivoise. Au début, il en a peur, après il la fuit, après elle s'installe, elle le colle aussi, c'est-à-dire qu'elle s'incruste de plus en plus. Donc, c'est pas de la comédie, mais un truc un peu... Qui s'oublie, c'est de la comédie. Voilà, elle s'incruste, et lui, il a besoin d'éléments, et il construit... Enfin voilà, je trouve quand même qu'il y a... J'ai essayé de faire un fil, une continuité, enfin, une évolution, qui fait que je ne ressens pas ce que vous dites. On aurait pu imaginer qu'il parle. Après, on a coupé des scènes, parce qu'une fois que le secrétaire est venu, une fois qu'il avait dit à sa soeur, il continuait, on ne la voyait pas, il lui parlait... Il continue à parler, là on s'est dit au montage que c'était fini, vu qu'il a réglé son problème. Tant qu'il a son problème, tant que son problème n'est pas réglé, il a besoin d'aide. C'est comme ça que je le vois. Donc une fois que son problème est réglé, effectivement, alors qu'il y était, on l'a jeté parce que ça n'avait effectivement plus lieu. Mais il n'y a pas besoin de dire au revoir, parce que juste elle disparaît. Quoi. Mais... J'aurais pu tout à fait comprendre cette relation entre ma mère et moi, entre la mère et son fils, par le jeu de l'acteur. Pour moi, c'est évident que par le jeu de l'acteur, oui. On comprend ce qui se passe. Oui, oui. Et souvent, l'indicible est plus fort que ce qui est dit. C'était juste... Oui, mais c'était pas le propos. Bien sûr, c'était un autre film. Oui. Ça aurait coûté moins cher. Ouais, ça nous aurait fait un cachet en plus. Il n'y aurait pas eu le cachet à se diviser à... Non, je comprends parfaitement ce que vous dites, madame. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Effectivement, pour le coup, c'est vraiment une prise de parti. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer une fois cette femme, et ensuite il continue de lui parler dans son monde, seul, etc. D'ailleurs, tu as coupé une scène à la fin, où à la toute fin du film, il lui parle, évidemment elle n'est plus là, mais à la toute fin du film, quand il s'assoit, il fait waouh, il a fait son devoir, hein, il a fait son devoir d'annoncer cette chose-là. Tu avais écrit une fin que j'ai jouée, et que j'ai jouée d'ailleurs, où il s'assoit, et il lui parle, et il dit c'est bon, tu peux y aller, parce que là j'en ai jusque-là, allez, ciao. Et il lui dit au revoir, et là, pour le coup, elle n'était pas là. Mais oui, effectivement, ça c'est comme oui, j'entends, mais les mots... Mais la comédie en aurait pâti, peut-être, je pense. C'est vrai. Non, après, c'est des choix. Après, vous savez quoi, je veux dire, un film, c'est aussi pour se faire plaisir à soi-même. Et ça m'amusait de filmer la mer comme ça. C'est très drôle. Non, mais si je peux me permettre, oui, on pourrait avancer là-dessus en disant pourquoi dans Taxi Driver, Robert De Niro a une coupe iroquoise, qu'est-ce que... c'est le choix qu'il a fait. Il est critiquable, et la critique est recevable. Si. Non, mais dans le sens où c'est comme ça qu'il va envie de raconter ses films. C'est un peu sa relation. Ça peut être un mode critiquable. Et après, sur les familles, je ne sais plus ce que vous avez dit en deuxième partie de question.
famille déjantée. Mais le sujet n'est pas J'ai déjanté. l'impression que ça va ensemble. Famille et déjantée, j'ai l'impression, je comprends ça depuis que maintenant je suis né, c'est en fait faire partie d'une famille et être déjanté, ça fait partie du truc. Il n'y a pas de famille normale. Voilà, faire naître des gosses en leur disant au bout de 6 ans, bah, tu vas claquer, ça les rend déjantés et ça nous rend déjantés, nous, de leur parler comme ça en leur disant, bah, c'est vraiment étrange de m'expliquer ça, de me faire une belle vie et de me faire claquer après. Voilà, enfin, tout ça pour dire, il n'y a pas de famille, pas déjanté. Cela dit, puisque Madame parle du thème du film, moi je veux bien qu'on parle du rapport à la paternité, parce que c'est aussi ça qui construit le film. C'est-à-dire la découverte de la vraie paternité, mais qui en fait est une espèce de paternité double, en tout cas c'est comme ça que le personnage en parle, et puis le fait que, j'allais dire, à ton corps défendant, tu deviennes père, et on voit bien que c'est aussi ça qui libère ensuite l'énergie, qui permet de dépasser, de faire disparaître la mer, de dépasser la peur des vaches et tout ça. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est assez subtil, finalement. Pour le coup, c'est assez subtil. Pour le coup, c'est de cul, c'est assez subtil. Non, c'est à moi de dire. Oui, non, sur le rapport à la paternité et la façon dont tu voyais ça, toi, dans la lecture du film. Non, sur la paternité, je peux y aller parce que c'est une trajectoire assez classique, quand même, cette trajectoire de l'homme qui en devenant. Enfin, du garçon qui en devenant père devient homme, c'est assez classique, mais bon. On va laisser parler le monsieur, puis il en a très envie. Bonjour. Excusez-moi à tous, j'entends très mal. Actuellement, j'entends très mal parce que j'ai des prothèses auditives et qui ne sont pas très fidèles. Elles sont décalées. Mais quand j'ai lu le titre de ce film, j'ai eu tout de suite envie de le voir. Parce que 2 fois maman et ma mère et moi encore. Je me suis dit tout de suite, ce garçon, il a une relation privilégiée avec la maman et que les autres ne connaissent pas peut-être. Parce que les autres qui se sont payés tout le boulot de l'enterrement, de penser à la suite de la succession et tout ça, ceux-là, et ils sont tapés tout le boulot et ils sont exclus de la relation que pouvait avoir ce garçon avec sa mère. Et j'ai pensé à ma propre situation, à moi, parce que j'ai fait une psychanalyse qui a duré 12 ans et que j'ai eu une relation privilégiée avec mon père, avec un père avec tous mes frères, parce que nous étions 9 dans la famille, à un moment donné, on avait envie de rejeter le père pour soutenir la maman, pour soutenir la mère. Et là, les choses sont passées un peu autrement, parce que, en fait, c'est moi qui avais une relation privilégiée avec le père. Et je ne le savais pas. Je l'ai appris après, quand j'ai fait cette psychanalyse et ce travail. Et ça m'a poussé à faire encore autre chose. Et j'aurais voulu continuer à écrire même l'histoire de mon père. Et comme j'avais encore des frères vivants, j'en avais encore 3. Oui, 3 ou 4. 4. J'ai écrit à tous mes frères en leur disant que j'avais envie d'écrire une histoire sur le père. Et j'ai eu la réponse de tous mes frères qui m'ont dit celle qui nous intéressait dans le couple, c'était maman. Et pas papa. Papa, on l'a rejeté. Ce qui fait que je me suis trouvé seul. Je me suis trouvé seul dans cette relation avec le père, et ça m'a poussé à d'autres choses encore après. Mais enfin, je m'arrête là. Lui aussi, il a une relation privilégiée avec sa mère, il ne le savait pas. Mais c'est vrai, il s'en rappelait plus. Non, mais cette phrase, je suis désolé, mais cette phrase, moi je l'ai adorée quand j'ai lu le scénario.
il dit ça, voilà, je m'en rappelle plus. Je le savais, mais je ne m'en rappelle plus. Je me lève pour vous entendre parce que j'entends très mal. On peut s'approcher aussi. Excusez-moi. Parce qu'on a tous fait ça, on a eu le réflexe. Quand vous avez dit que vous entendiez pas bien, nous on s'est rapprochés. Comme si c'était lui quand on... Donc chacun a sa relation avec le père ou la mère. Et dans le film, lui, il veut casser les plans. Enfin, chacun vit un deuil quand même à sa façon. Bon, et que Benoît s'est incarné parce qu'il a besoin de régler un problème. Je me suis intéressé à Benoît. On ne sait pas si finalement il s'incarne pas pour les autres. On ne sait pas. Mais chacun vit sa relation avec son parent et vit son deuil différent. Et on n'est pas... voilà, toutes les histoires. Lui, il a besoin d'évacuer, il a besoin de casser les plans inclinés, il a besoin de récupérer, de vider tout, de ranger, de vendre la maison. Bon, c'est sa façon à lui de vouloir se débarrasser de cette histoire. Et voilà. Et effectivement, Benoît, c'est un peu moins... Mais au départ, c'était le chouchou. Enfin, je pense qu'on le sent, et chouchou, c'est la pire place pour mes parents. Le chouchou de ses parents, c'est le pire qui puisse nous arriver. Est-ce qu'il y a eu une version du scénario où on expliquait plus la raison du départ de Benoît? Parce qu'on sait que ça correspond plus ou moins à la mort du père, c'est ce qui est dit dans le film, mais ce qu'il déclenche et ce qui fait qu'il reste aussi loin et que du coup il ne voit pas sa petite sœur, par exemple. J'ai pas eu une version comme ça. T'as pas eu cette version? Moi, je l'ai pas lu en tout cas. Non, il y a eu plein, mais je sais plus. J'ai un peu pataugé, donc sans doute. Sans doute. J'ai dû avant. Non, mais pas vraiment. Non, mais pas vraiment. Pas vraiment. Une autre question. Ouais. Oh là là. Oh putain. Approchez-vous. Attention. En fait, sur la... D'abord, bonsoir. Bonsoir. Ah oui. Non, mais il faut et approche ton micro de la bouche. Tout se perd, tout se perd. Bonsoir, vous allez bien? Ouais. Non, mais en fait, ça va bien, merci. Ça va beaucoup mieux depuis que j'ai vu ce film, en fait. Et je trouvais que sur les thèmes, ça m'a fait beaucoup penser, en fait, juste à la fin du monde de Xavier Dolan. Mais en mieux. Xavier Dolan. Mais en mieux, ouais, voilà. La garce. Ouais, mais en fait, ça m'a fait penser à ce truc-là, à ce film-là, étant donné qu'on a le retour du fils qui a changé, la famille qui est restée toujours pareille, toute cette thématique-là du retour de l'enfant à la maison et tout ça, les secrets familiaux et tout, ça m'a fait penser un petit peu à ça, mais en beaucoup moins formel, et heureusement, et en beaucoup moins lourd, et heureusement aussi. Et donc voilà, c'était ma remarque sur la chose. Ah, t'as tout à fait raison, moi, tout à fait. On n'en a pas parlé de la thématique du retour de Jean-Luc Lagarce, quoi, de cette thématique, mais tout à fait, mais c'est... Et ça aussi c'est profondément cinématographique, tout ça aussi. Ah oui, c'est super intéressant, et en tout cas, voilà, le fait qu'on se prenne la tête tout en rigolant, c'est beaucoup plus intéressant que de se prendre la tête en se prenant la tête, comme chez Xavier Dolan. Tu l'as lu, juste après, Antoine, c'est vraiment... T'as lu, c'est vraiment le grand frère. C'est le grand frère qui porte, c'est assez étonnant. Il y a une vraie ressemblance, absolument. Oui, Une vraie... Et juste pour revenir, on parlait de Christopher Nolan tout à l'heure justement, dans Interstellar, ils disent qu'à partir du moment où on devient parent, on devient un souvenir. Christopher Nolan, c'est celui qui a fait Batman. Oui, bah c'est ça, c'est sûr. Ah, pardon. C'est sur Batman. Ah, c'est pas Interstellar. Il dit justement dans Interstellar, il dit qu'à partir du moment où on devient parent, on devient un souvenir pour ses enfants. Donc c'était pour... Dolan, tu vois, je veux dire... Alors là, ce que tu viens de dire me fait hyper chialer. Tu sais, mes gosses sont en vacances pour un mois en Guadeloupe. Et là, me dire que si je meurs pendant je suis qu'un souvenir pour mes enfants. Un mois, mais il y a 15 jours. Ah oui, moi, c'est vrai aussi. En fait, la première version du scénario, par rapport, c'était... Benoît retrouvait sa famille après la mort de sa mère, et il n'arrivait pas à se sentir triste. Ça a changé. Au début, c'était ça. Tout le monde pleurait, il disait, il avouait qu'il n'avait pas, il n'accédait pas, parce qu'il n'avait pas réglé, il y avait encore à... Au cimetière, il n'y arrive pas. Au cimetière, oui, il mais là, n'arrive pas. effectivement, il a dû rester. Ouais, ça le gratte, il n'arrive pas à trouver l'émotion, ça l'ennuie, il regarde sa sœur. Il se dit, putain, comment il faut faire pour aller ému? Michel, une fois dans le film.
Quoi? Est-ce qu'on a reconnu Cindy quand même la revue? Cindy. C'est déjà bien d'avoir Cindy. Cindy une fois. Pourquoi une seule dans la revue et puis après elle s'en va? Des fois je me demande, vous l'avez repéré que c'était Cindy ou pas? Oui, bah, oui. Bien sûr. Des gens des fois ne le repèrent pas. Elle est nue déjà. Pour tous ceux qui ont lu Oui, le donc, look, voilà. En fait, au montage, c'était pas prévu comme ça. Après, les gens m'ont dit, mais attends, on croit que c'est la mère qui vient m'embrasser. Et à poil et tout. Et je dis, ouais, cette confusion, elle est pas mal. Allez, Bonsoir. Oui, alors moi, c'est pas du tout une question. Je voulais juste dire que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie française qui réutilise pas forcément tout le temps les mêmes schémas et où on se dit, il va se passer ça, il va se passer ça. Et ça fait plaisir. Après, ça fait quand même 1 an que je suis pas allée au cinéma, mais... Ah merde, jusque-là, c'était bien. C'est mieux, j'ai pas eu ça pendant 1 an. L'information que vous n'avez rien raté par rapport au thème que vous dites, les comédies françaises un peu qui partent un peu... L'amour flou, par exemple. Ouais, il y avait l'amour flou, on vous a raté. Ouais, mais je suis plus ce qui se passe au cinéma, mais voilà. Mais donc, ça fait plaisir de voir une comédie comme ça qui a un peu plus de... Voilà, je sais pas comment dire, mais... Consistance. Ouais. Et qui, avec un peu plus de profondeur et qui est aussi drôle, parce qu'en fait, mine de rien, les comédies, les dernières comédies que j'ai vues, ça m'a pas fait rire du tout, ça m'a plus donné envie de... Ça m'a énervé plus qu'autre chose. Mais c'est vrai, quoi. Donc voilà, merci. Merci, ça fait plaisir. Merci. La jeune femme conclut. Merci pour la jeune femme. On dit en général que je ne fais pas mon âge, mais... C'est parce que j'ai... C'est super sympa, merci beaucoup. J'ai 4-5 de vues, enfin je sais pas comment dire. Non, mais ça... De là où vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes hyper jeune et votre voix est hyper jeune. Il n'y a pas de souci, hein, je ne vous en veux pas, au contraire. Non. Moi, la question que je voulais... D'abord, j'ai beaucoup aimé votre film. C'est pas pour les 150 €, je leur ai dit de cliquer. Voilà. Et la question que je me suis posée, bon, alors après, c'est peut-être que c'est pas intéressant du tout, mais c'était sur la pièce de puzzle sur laquelle il est écrit « On fait quoi maintenant ?» Et alors, qui est-ce qui a écrit ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'écrit sur la pièce? Est-ce que c'est dans l'esprit de... Ah là là, voilà. c'est tout un... Parce que moi, je me suis fait toute une histoire là-dessus. En fait, non mais je m'aperçois que parce que au niveau du montage, bon, ça date d'aujourd'hui ma réflexion, je pense qu'on a fait une erreur de retirer. En fait, parce que ça nous a paru lourdingue à un moment donné le puzzle, donc j'ai voulu zapper, mais il était de là-dedans, etc. En fait, ils ont une conversation, on doit le sentir dans le sang pas. Je ne suis pas en train de vous dire, vous n'avez rien compris. Plus près de la bouche. Plus près de ma bouche. Oui, voilà. De où ça? Oui. Donc, du micro. Et donc, effectivement, normalement, dans l'histoire, quand la scène flashback, mais jamais que c'est pas clair. Hein, donc, voilà. C'est écrit. Ne t'exagère pas, raconte-nous. Oui, c'est vrai. Et donc, ils écrivent la conversation, elle lui dit voilà qu'elle est enceinte et qu'est-ce qu'on fait, parce qu'elle a des enfants, etc. Et donc, en fait, au dos de chaque pièce de puzzle, il voit des bouts de phrases et elle reconstitue. Et quand il fait le puzzle, il y avait le plan, mais on l'a pas monté pour plein de raisons. Et des fois, je me dis, mais c'est une erreur. On voyait le plan, le puzzle retourner avec le texte. Et oui, mais c'est une erreur. Mais oui, mais je sais pas. C'est que regarde, comment ils réagissent. Vous voyez. Le texte, c'était quoi le texte déjà? C'était un peu cucu, c'était. J'ai une nouvelle, voilà, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des bouts qui manquaient. C'est ton garde. Je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Ça faisait peut-être beaucoup avec les lettres, il découvre après. Voilà, ça faisait. Non, je sais plus, après, il y a des. Ah, du coup, ton micro est coupé. En fait, c'est le dernier. Le micro ne marche plus. Non, non. C'était pas utile de le dire plus. En fait, c'est. Non, mais bon, bref, ça, c'est la cuisine intérieure, mais bon. C'est le dernier plan qu'on a coupé juste avant de terminer, donc sous pression. On a dit, mais non, mais on a compris, puis bon, c'est redondant, c'est lourdingue et tout ça. Et puis, c'est vrai que c'est dans un. Bon, bref, il y avait d'autres raisons, je l'ai viré. Bon, et puis depuis quelques temps, je me dis, mais en fait, les gens ne comprennent pas, et c'est vrai que C'est bien de comprendre. Mais ça fait rien, on comprend quand même. Voilà, les questions. Mais après, j'ai envie de le faire, en fait, là. Une fois, je me suis dit, non, mais je ne vais pas mes doutes. Non, mais d'accord, je comprends très bien. Non, c'est un peu, non, mais ça. Non, les gens qui disent, on comprend rien, mais... Mais c'est bien de ne pas comprendre. C'est la vie, ça. Voilà, mais simplement le buzz d'un coup est réduit peut-être. C'est vrai, je fais mon autocritique. marrant, Ou un truc un peu symbolique du buzz qui d'un coup constitue le buzz de se souvenir, donc le buzz. Alors que c'était moins pragmatique, c'était plus pragmatique que ça. Il y avait une version moins symbolique et réelle. Il y avait un doute. Et d'un coup, ça envoie un truc un peu symbolique qui peut plaire ou. D'accord, d'accord.
comprends ce que je veux Vous avez dire. un tout dernier mot par Grégory et Philippe sur les films à sortir. Qu'est-ce que vous avez fait qui va probablement sortir en salle bientôt? Philippe cherche parce qu'il ne tourne plus que des courts-métrages. C'est ça. Non, il a trouvé plein. Non. Alors, moi, je sais ce qui va arriver bientôt, et je vous dis attention, c'est du lourd. C'est Canal+, la série Vernon Subutex, où j'ai un petit rôle. Mais ça a l'air pas mal, c'est avec Romain Duris et d'autres gens vraiment, vraiment classe. Et il y a moi dedans. Et du coup, on peut en parler dans Montreuil. Enfin, puisqu'on entre au Montreuil, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on pourra en parler. Mais voilà, c'est ça mon actu, moi, je crois. Et sinon, je vais tourner beaucoup de courts-métrages. Moi, donc, Près de la bouche. Qu'est-ce que j'ai? Oui, pardon, près de la bouche. Tu as celui qui marche plus, ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais... Il y a une série qui va sortir, là, sur M6, avec Baya Kasmi, que tu connais, et Michel Leclerc. Ils ont écrit une série ensemble qui s'appelle Le Grand Bazar. Donc cette série, elle va passer sur M6. C'est une histoire un peu de famille recomposée, mixte, un joyeux bordel, c'est assez drôle. Il n'est pas impossible qu'on fasse l'avant-première exclusive au Méliès de Montreuil, parallèlement à sa sélection en Série Mania. Ouais. Voilà, j'ai un film qui va sortir, je ne sais pas encore. On voit. Non, je te raconte tout à l'heure que j'ai tourné un super moment, j'ai tourné avec Emmanuel DeVos, le deuxième long métrage de Grégory Magne, qui va s'appeler, pour l'instant, qui s'appelle Inspiratrice, on l'aime pas trop, qui devrait sortir, je pense, d'ici 6 mois. Et là, je vais bientôt tourner avec Jérôme Bonnel. Je suis hyper content de rencontrer Jérôme Bonnel, qui m'a offert le rôle principal de son prochain film. Et voilà, puis je vais aussi tourner avec Swan Arlo et Guillaume Wix pour le prochain film de Miguel Courtois. Voilà. Ah non? Excuse-moi, c'était un sacré tremplin pour toi, le film de Christophe, en tout cas. Non, mais ça a été un sacré tremplin ton film pour lui. Depuis il arrête pas de bosser, il bosse avec. Franchement, moi, c'est bizarre. Est-ce que j'ai pas le bon rôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je réalise un court-métrage. Les acteurs de mon court-métrage sont là dans la salle. Je suis hyper heureux. Il y a aussi mon premier instant. Donc je vais réaliser mon premier court-métrage. Qui sera à Cannes, du coup. Et qui sera à Cannes parce que c'est film de l'Adami sont à Cannes, Adami. Et ça, c'est une sacrée aventure. Je suis tellement à tête dedans que je pense même plus à le dire. On creuse. Mon micro ne fonctionne plus non plus. Merci beaucoup à tous les trois.